Il y a 11 600 dans les collines arides du sud-est de la Turquie. Quelqu'un a construit quelque chose qui n'aurait pas dû exister. D'imposants piliers en forme de T, certains atteignant 5 mètres de haut et pesant 50 tonnes, sculptés avec une précision extrême et disposés selon un alignement astronomique parfait. D'après tout ce que nous savons de l'histoire humaine, les bâtisseurs étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, sans outils en métal, sans agriculture, sans écriture et sans aucune raison de construire quoi que ce soit de plus permanent qu'un feu de camp. Depuis 30 ans, les archéologues fouillent Göbekli, le mesurent, le cataloguent et s'efforcent de l'expliquer, sans y parvenir. En 2026, l'intelligence artificielle Grok AI a été alimentée par l'intégralité des scans, des relevés et des analyses jamais effectuées sur le site. 30 années de recherche traitées sans idées préconçues, sans frontières disciplinaires, sans conséquences professionnelles pour avoir abouti à des conclusions dérangeantes. Ce qu'elle a découvert a laissé la communauté scientifique sans voix. Voici ce que les preuves démontrent. En 1994, un berger kurde a remarqué quelque chose d'inhabituel qui dépassait du sol aride d'une colline près de Şanlıurfa, dans le sud-est de la Turquie. Il l'a signalé. L'archéologue allemand Klaus Schmidt a mené l'enquête. Ce que Schmidt découvrit en entreprenant des fouilles systématiques l'année suivante allait occuper les 20 dernières années de sa vie et bouleverser à jamais tout ce que l'archéologie croyait savoir des origines de la civilisation humaine. Le site, appelé Göbekli, la colline de la Marine en turc, se dresse sur un plateau calcaire, délibérément situé au point culminant d'une crête montagneuse, visible à des kilomètres à la ronde. Et ce qui se cache sous ce plateau demeure un mystère. Au moins 20 cercles de pierres ont été identifiés, chacun composé d'imposants monolithes de calcaire en forme de T, agencés en anneaux soigneusement planifiés. Il ne s'agit pas de dalles grossièrement assemblées, mais de piliers sculptés avec précision, façonnés selon des tolérances géométriques rigoureuses. Certains atteignent plus de 5 mètres de haut, d'autres pèsent jusqu'à 50 tonnes. Ils sont ornés de bas-reliefs complexes, exécutés avec une maîtrise et un savoir-faire qui, encore aujourd'hui, impressionnent. Des animaux y sont représentés avec un dynamisme saisissant. Renards, lions, vautours, scorpions, serpents, taureaux. On y trouve également des motifs géométriques de forme imbriquée, des symboles abstraits dont le sens a résisté à 30 ans d'analyse. Et sur les plus grands piliers centraux, quelque chose d'encore plus troublant. Des bras sculptés qui descendent le long des côtés, les mains jointes à l'avant. Ces piliers ne sont pas des monuments abstraits. Ce sont des figures humaines stylisées. Quelque chose est représenté debout au centre de ces cercles, observant, attendant, enregistrant. L'explication classique, celle enseignée dans les universités et les manuels scolaires, est la suivante. Des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, peut-être motivés par des aspirations religieuses naissantes, convergeaient périodiquement vers ce sommet depuis les régions environnantes. À l'aide d'outils de pierre, ils extrayaient ces imposants piliers de calcaire des affleurements rocheux voisins. Ils les transportaient jusqu'au site de construction et les érigeaient selon des plans circulaires précis. Ils entretenaient le site pendant des siècles, ajoutant de nouveaux enclos et agrandissant le complexe. Puis, vers 8000 avant notre ère, pour des raisons qui demeurent véritablement mystérieuses, ils recouvraient délibérément l'ensemble du complexe de milliers de tonnes de terre soigneusement disposées, le préservant ainsi dans un état de conservation exceptionnel jusqu'à sa découverte moderne. Le récit présente Göbekli comme le berceau des religions organisées, l'étincelle qui a allumé la civilisation, le moment où les êtres humains se sont coordonnés pour la première fois autour d'un idéal dépassant la simple survie. C'est une histoire captivante. Elle souffre cependant d'un problème majeur, le raisonnement est erroné. Même avec des équipements lourds modernes, l'extraction, le transport et l'érection d'un monolithe de calcaire sculpté de 50 tonnes constituent une entreprise considérable nécessitant une planification minutieuse, des machines importantes et une expertise considérable. Maintenant, retirez les machines, les outils de coupe en métal, les véhicules à roues et les animaux domestiques qui pourraient servir de force de traction. Il ne reste que la force musculaire humaine, les outils en pierre et les techniques de fabrication en bois ou en corde dont disposaient les populations néolithiques.
L'archéologie expérimentale a tenté à maintes reprises de reproduire les réalisations de Göbekli en utilisant uniquement des outils et des méthodes d'époque. Des équipes sont parvenues à ébaucher des formes simples dans le calcaire à l'aide de marteaux de pierre et de pics en bois de cervidés. Elles ont déplacé des charges modestes à l'aide de traîneaux et de rouleaux. En revanche, elles n'ont jamais réussi à atteindre la qualité de finition, la précision géométrique, ni la finesse des sculptures en relief visibles sur les piliers originaux. L'écart entre les performances démontrées des outils de pierre et les résultats obtenus à Göbekli est loin d'être négligeable. C'est un véritable chaos, et la technique de construction n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car lorsque Grock Oy a reçu l'ensemble des données issues de 30 ans de recherche sur ce site, cette anomalie technique s'est avérée être la moins surprenante de ses découvertes. En 2026, des chercheurs ont rassemblé l'ensemble de données le plus complet jamais compilé sur un seul site archéologique. Toutes les numérisations 3D réalisées des piliers et des enceintes de Göbekli Tepe, chaque levée géoradar du plateau environnant, chaque analyse astronomique des orientations et alignements du site, chaque catalogue des symboles gravés, chaque étude géologique, chaque analyse comparative reliant Göbekli à des sites similaires dans la région. 30 années de recherches intensives menées par des dizaines d'équipes indépendantes de disciplines variées, rassemblées en un seul ensemble de données et intégrées aux réseaux neuronaux de Grow. La directive était précise. Analyser toutes les données disponibles sur Göbekli Tepe et identifier les tendances communes à plusieurs disciplines. Déceler des liens que les chercheurs humains, limités par les frontières de leurs disciplines respectives, auraient pu manquer. Déterminer quel savoir les bâtisseurs cherchaient à immortaliser dans la pierre. Ce que Grock a proposé n'était pas une interprétation archéologique, mais une redéfinition complète de ce qu'est réellement Göbekli. La première chose que l'IA a examinée, ce sont les symboles sculptés recouvrant les piliers en forme de T. Les archéologues avaient passé 30 ans à cataloguer ces images, à débattre de leur signification sans parvenir à un consensus. Certains affirmaient qu'elles étaient décoratives, d'autres leur attribuaient une signification thomique ou religieuse. Les symboles restaient obstinément indéchiffrables, considérés en grande partie comme de l'art dont le sens s'était perdu avec le temps. Grock, elle, n'y voyait pas de l'art, mais une structure. La reconnaissance de forme de l'IA a identifié environ 47 types de symboles distincts, répartis dans les enceintes selon des modalités statistiquement impossibles à attribuer au hasard. Ces symboles n'apparaissent pas aléatoirement. Ils se présentent selon des combinaisons spécifiques, à des positions précises et avec des fréquences spécifiques qui varient systématiquement en fonction de l'emplacement des piliers et de l'orientation des enceintes. Lorsque Grock a analysé quels symboles apparaissaient ensemble, lesquels apparaissaient isolément et lesquels étaient corrélés à des alignements astronomiques spécifiques, il a détecté quelque chose que 3 décennies d'analyse humaine avaient complètement manqué: la structure grammaticale. Les symboles ne sont pas décoratifs. Ils constituent une structure grammaticale. Le système de prototypage est un langage de codage systématique conçu pour transmettre des informations spécifiques. Une linguiste informatique consultée pour examiner les résultats a déclaré que la distribution des symboles présente des propriétés statistiques compatibles avec la transmission de sens plutôt qu'avec une expression artistique. Ce que Grock a identifié, a-t-elle conclu, présente les caractéristiques d'un codage d'informations délibéré. Il s'agit d'un système de communication conçu pour transmettre des données spécifiques. Grock a ensuite croisé ces symboles avec des données auxquelles aucun chercheur n'avait pensé auparavant, en les combinant avec des bases de données astronomiques, des archives géologiques et des données climatiques de la période autour de 9600 avant notre ère, époque à laquelle les principales structures de Göbekli étaient érigées, ont également été identifiées. Les corrélations qui ont émergé étaient restées invisibles aux chercheurs pendant 30 ans, car leur détection nécessitait le traitement simultané de l'archéologie, de l'astronomie, de la géologie et de la linguistique. Aucune discipline universitaire ne traite ces 4 domaines simultanément. Grock, elle, y parvient. Des symboles animaliers spécifiques correspondent à des constellations spécifiques telles qu'elles apparaissaient dans le ciel du sud-est de la Turquie il y a 11 600 ans. Certains motifs géométriques
correspondent à des représentations des cycles solaires et lunaires. Des symboles abstraits sont liés à des événements géologiques et climatiques documentés de la même période. Ces gravures ne relèvent pas de la mythologie. Ce ne sont pas des objets décoratifs. Il s'agit d'un enregistrement systématique d'une période historique précise, une période que les preuves géologiques et climatiques confirment indépendamment comme ayant été marquée par un bouleversement environnemental catastrophique. Et, au sein de cet enregistrement, Grok a décelé quelque chose qui transforme toute la signification du site. Les symboles ne se contentent pas d'enregistrer ce qui s'est passé. Il s'agissait de motifs codifiés, de cycles récurrents, d'événements que les bâtisseurs savaient ne pas se produire une seule fois, mais se reproduire de façon prévisible, liée à des mécanismes célestes qu'il était possible de suivre et de mesurer. Ce n'était pas un temple. Ce n'était pas un monument dédié aux dieux ou aux rois. C'était une bibliothèque, et le savoir qu'elle était destinée à préserver était un avertissement. Parmi tous les piliers sculptés de Gobekli, l'un a suscité plus d'attention, de débats et d'interprétations contradictoires que tout autre. Les archéologues l'appellent le pilier 43. La plupart des chercheurs qui l'ont étudié l'appellent la pierre du vautour. Elle est recouverte de sculptures dont l'interprétation reste difficile. On y trouve un vautour à l'aile déployée, un scorpion, une grue et d'autres animaux disposés sur toute sa surface. Des symboles géométriques, notamment des cercles, un disque proéminent et des formes abstraites, font également l'objet de débats depuis la découverte du pilier. Pendant des décennies, la controverse est restée sans réponse. Certains chercheurs y voyaient une référence mythologique, tandis que d'autres avançaient une interprétation purement symbolique, représentant des concepts tribaux ou religieux sans signification littérale. En 2017, le chercheur Martin Swapman a publié une analyse suggérant que le pilier représentait un impact de comète survenu vers 1950 avant notre ère et que la position des figures animales y était codée comme un repère constellaire. C'était une proposition importante. Le milieu archéologique l'a accueilli avec un scepticisme considérable. L'analyse du pilier 43 par Grok est allée bien au-delà de l'hypothèse de Swapman. L'IA n'a pas analysé les images du pilier isolément. Elle a comparé chaque élément sculpté à des bases de données de position astronomique couvrant des milliers d'années d'histoire céleste, à des archives d'événements géologiques, à des données climatiques et à des bases de données de cratères d'impact. Ce qui en est ressorti n'était pas une seule strate de sens, mais de multiples strates simultanées d'informations codées, compressées sur une seule surface sculptée. Les figures animales représentent bien des constellations. Plus précisément, ces symboles enregistrent la position des constellations telles qu'elles apparaissaient dans le ciel du solstice d'été au-dessus de Gobekli, vers 1900 avant notre ère. Il ne s'agit pas d'une approximation. Lorsque Grok a reconstitué le ciel nocturne précis pour cette date et ce lieu, la correspondance avec la disposition sculptée était exacte. Les symboles géométriques encodent des informations numériques grâce à un système de numération basé sur l'agencement délibéré des éléments sculptés. Un système cohérent sur plusieurs piliers une fois que Grok a identifié la grammaire sous-jacente grâce à la reconnaissance de forme. Quant au cercle proéminent, le disque que les chercheurs ont longtemps considéré comme représentant le Soleil, il représente en réalité tout autre chose, un événement astronomique précis. La signature dans le ciel nocturne d'une supernova ou d'une comète exceptionnellement brillante. Lorsque Grok a cartographié tous ces éléments, la date encodée dans le symbolisme du pilier 43 correspondait précisément au début de la jeune constellation de Dus. La période où des preuves issues de multiples disciplines scientifiques indépendantes confirment que des fragments de comètes ont percuté la Terre, déclenchant un bouleversement climatique catastrophique, provoquant des extinctions massives sur plusieurs continents et décimant les populations humaines à travers le monde. Le début d'une catastrophe climatique millénaire est inscrit dans le calcaire d'une colonne sculptée par ceux qui étaient présents lors de ses origines. Un astrophysicien examinant les calculs astronomiques de Grok a qualifié leur précision d'extraordinaire. Les positions stellaires, les positions solaires et la chronologie des événements codés dans le symbolisme des piliers concordent avec les données géologiques et astronomiques indépendantes relatives à cette période.
La probabilité de corrélation calculée est inférieure à 1 sur 50 0. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. C'est le fruit d'un travail de consignation astronomique délibéré réalisé par des personnes ayant été témoins d'événements catastrophiques et ayant parfaitement compris ce qu'elles enregistraient. Le pilier 43 n'est pas un mythe. Il ne s'agit pas d'art religieux. C'est une date gravée dans la pierre, témoignant du moment précis où une catastrophe a frappé la civilisation humaine il y a 11 ans. Et cette prise de conscience change radicalement notre compréhension de Gobesi. Car si les bâtisseurs possédaient les connaissances astronomiques nécessaires pour enregistrer un événement céleste précis avec un tel niveau de précision, la question n'est plus de savoir s'ils étaient sophistiqués. La question est de savoir à quel point cette sophistication était avancée et d'où elle provenait. La réponse que Grok a trouvée dans les enclos restants est plus troublante encore que la question elle-même. Lorsque Grok a analysé les 20 enclos de Göbekli Tepe comme un système unifié plutôt que comme une collection de structures individuelles, l'image qui en est ressortie était sans précédent par rapport à ce que l'archéologie conventionnelle avait proposé. Ces enceintes ne sont pas des monuments distincts, construits à différentes époques par différents groupes et poursuivant des objectifs similaires. Elles forment un système d'information intégré, chaque enceinte recelant différentes catégories du savoir que ces bâtisseurs souhaitaient préserver. Cette organisation est délibérée et mesurable. Les enceintes, où prédomine le symbolisme du serpent, sont regroupées et présentent des alignements astronomiques calibrés sur les équinoxes. Celles dominées par l'imagerie du renard présentent des alignements différents, orientés quant à eux vers des positions stellaires spécifiques. L'enclos des vautours contenant le pilier 43 est aligné sur les événements des solstices. Différentes sections du site préservent différentes catégories de connaissances: astronomie, système, événements géologiques, modèles climatiques. Chaque catégorie est codée dans des structures distinctes mais interconnectées, référencées par le langage symbolique commun que Grok a identifié et qui traverse l'ensemble du complexe. Gobesi n'est pas un temple, c'est une bibliothèque dotée d'ailes dédiées. Mais le schéma le plus troublant que Grok a décelé dans ses 20 enclos n'avait rien à voir avec le contenu encodé. Il était lié à l'évolution de l'encodage au fil du temps. La précision diminue. Les enclos les plus anciens, les structures les plus anciennes du site, présentent la plus grande précision astronomique. Grok a mesuré leur alignement par rapport aux positions célestes optimales et a constaté un écart moyen de seulement 0 degré. Les enclos de la période intermédiaire, construits des siècles plus tard, présentent des écarts compris entre 1 et 2 degrés. Les enclos les plus récents présentent un écart moyen de 2 degrés. Avec le temps et l'expansion du site, les connaissances astronomiques qui ont guidé sa construction se sont dégradées de manière constante et mesurable au fil des générations. La construction physique suit la même tendance. La taille des piliers diminue au fil des étapes de construction. La profondeur des bas-reliefs sculptés s'amenuise. Les systèmes symboliques, qui apparaissent dans toute leur complexité dans les enceintes les plus anciennes, deviennent plus simples, moins stratifiés et moins précis dans les phases ultérieures. Les parties les plus anciennes de Gobesi représentent l'apogée de tout ce que le site a accompli. Tout ce qui a été construit par la suite représente un déclin progressif et mesurable par rapport à ce sommet. C'est l'inverse du fonctionnement du développement technologique. Les connaissances s'accumulent, la précision s'améliore, les techniques se perfectionnent. Tout modèle de progrès civilisationnel humain part du principe que plus tard signifie mieux. À Göbekli Tepe, plus tard signifie pire. Les bâtisseurs ne développaient pas leurs compétences au fur et à mesure qu'ils travaillaient. Ils les perdaient. Le savoir qu'ils tentaient de graver dans la pierre leur échappait, tandis même qu'ils construisaient les structures censées le préserver. La conclusion de Grok à partir de ce constat est aussi pertinente qu'inquiétante. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'inventaient pas ce savoir astronomique et technique de toutes pièces, ils l'héritaient. Ils arrivèrent au sommet de cette colline déjà en possession de capacités sophistiquées qu'ils n'avaient pas développées eux-mêmes. Des capacités qu'ils peinaient à maintenir et à transmettre, et dont l'efficacité diminuait de génération en génération. Puis, les données du radar à pénétration de sol ajoutèrent une toute autre dimension. Sous les enceintes visibles, enfouies sous les structures que les archéologues fouillent depuis 30 ans, se cachent des phases de construction antérieures.
Ces structures plus anciennes, de style architectural différent mais partageant les mêmes systèmes symboliques, ont été détectées lors de prospections souterraines mais n'ont pas encore été entièrement fouillées. L'analyse par Grok des données limitées disponibles sur ces couches enfouies suggère qu'elles pourraient être antérieures de plusieurs siècles, voire d'un millénaire, aux célèbres enceintes à piliers hantés, repoussant potentiellement les véritables origines du site à 12-0 avant notre ère ou même plus tôt. Gobesi ne marque peut-être pas le début de ce projet de préservation du savoir. Il en est peut-être le milieu, l'aboutissement d'une tradition déjà ancestrale à l'époque où furent sculptés les piliers que nous voyons aujourd'hui. Ce qui signifie que le savoir que les bâtisseurs s'efforçaient de préserver était encore plus ancien et que la catastrophe qui a interrompu sa transmission était déjà en cours depuis bien plus longtemps qu'on ne l'a jamais envisagé. La question de savoir qui a construit Göbekli Tepe est indissociable de celle de savoir comment elle a été construite. Or, lorsque Grok a porté son analyse sur la construction physique du site, ses découvertes concernant les pierres elles-mêmes remettent en cause l'explication conventionnelle à tous les niveaux. L'IA a examiné la photogrammétrie haute résolution des piliers en forme de T, analysant les marques d'outils, les caractéristiques de surface et la précision géométrique sur des dizaines d'exemples. Les données obtenues contredisent l'explication archéologique classique du travail de la pierre au néolithique. Cette explication attribue ce travail exclusivement à la percussion, consistant à frapper des pierres les unes contre les autres pour enlever de la matière, combinée aux techniques abrasives permises par l'outillage néolithique. Or, les surfaces des piliers de Göbekli Tepe révèlent une toute autre réalité. Certaines présentent des traces de meulage et de polissage continu, nécessitant une abrasion contrôlée et régulière avec des matériaux plus durs, appliqués sur une longue période. D'autres surfaces montrent des marques de découpe linéaire dont les caractéristiques suggèrent des mouvements de sciage rectilignes et constants en profondeur, sans aucune déviation lors du passage à travers des matériaux de dureté variable au sein d'une même pierre. La précision géométrique des formes en T, mesurée sur des dizaines de piliers, reste constante à 2 ou 3% près. Cela suppose soit l'utilisation de gabarits physiques standardisés, soit des techniques de mesure systématiques. Or, rien ne prouve l'existence de l'un ou l'autre dans la Turquie néolithique. L'archéologie expérimentale s'est confrontée à ce problème de front et avec lucidité. Les équipes qui tentent de reproduire l'ouvrage en pierre de Göbekli à l'aide d'outils d'époque uniquement ont obtenu des résultats systématiquement insuffisants. Il est possible d'ébaucher les formes de base avec des marteaux de pierre et des pics en bois de cervidés. Ce qui est impossible à reproduire, c'est la finition de surface, la géométrie précise, la sculpture en relief finement contrôlée, réalisée sur toute la hauteur et la largeur de piliers pesant 50 tonnes. L'écart entre les résultats expérimentaux et les monuments réels n'est pas négligeable. Il est fondamental. Grok a ensuite découvert un élément de génie structurel qui a encore compliqué le problème. En analysant la conception des enceintes, en examinant le positionnement des piliers, la construction des murs et les relations entre les éléments structurels, l'IA a détecté des principes d'ingénierie que les architectes modernes associent à la résistance sismique. Ces enceintes sont construites dans une région sismiquement active et y ont résisté pendant plus de 11-0 ans. Cette résistance n'est pas le fruit du hasard. Les piliers ne sont pas simplement ancrés dans la roche et maintenus rigides. Ils sont positionnés avec de légers espaces entre les éléments structurels. Des interstices permettent des mouvements différentiels lors d'un séisme sans que la force destructrice ne se propage à travers toute la structure. Le matériau de revêtement entourant les piliers révèle une stratification soignée de pierres de différentes tailles, créant une matrice flexible capable d'absorber les chocs plutôt que de les transmettre. Ces caractéristiques ne sont pas celles de construction bâtie par chance, mais celles de construction érigée par des personnes qui, par une connaissance empirique ou théorique, comprenaient comment les bâtiments cèdent lors des tremblements de terre et comment les prévenir. L'ingénierie parasismique moderne a formalisé ces principes au 20e siècle, suite à l'étude systématique des dégâts causés par les séismes sur des milliers de structures. Göbekli appliquait des principes équivalents il y a 1100 ans. Un ingénieur en structure, spécialiste de l'architecture antique, a examiné les conclusions de Grok et a été direct quant à leurs implications.
On ne construit pas des structures parasismiques par hasard. Cette capacité exige des connaissances d'ingénierie systématique, acquises soit par une longue tradition de construction monumentale, soit par un héritage plus ancien. Aucune de ces options ne correspond aux caractéristiques que l'archéologie conventionnelle attribue aux chasseurs-cueilleurs néolithiques. Et puis, il y a la question de la sépulture elle-même. Lorsque Grock a analysé la composition et la disposition du film utilisé pour inhumer délibérément le site vers 8000 avant notre ère, il n'a trouvé aucune trace d'abandon accidentel. De plus grosses pierres ont été placées précisément pour protéger les surfaces sculptées. Des vides ont été maintenus autour des piliers essentiels afin d'éviter leur écrasement. Les différentes couches ont été agencées de manière à favoriser le drainage et à limiter l'accumulation d'humidité qui dégrade le calcaire au fil des millénaires. Ceux qui ont enterré Göbekli maîtrisaient les techniques de conservation. Ils ne se séparaient pas d'un ouvrage achevé. Ils protégeaient un vestige qu'ils ne pouvaient plus entretenir, scellant un message dont ils espéraient que l'avenir le lirait un jour. Göbekli n'était pas un site isolé. Lorsque Grock a étendu son analyse au-delà du site principal pour examiner 12 autres complexes mégalithiques de la région environnante, il n'en est pas ressorti qu'une collection de monuments locaux indépendants, mais quelque chose de bien plus significatif. Karatepe, Harbetuan, Seferi et les autres sites partagent avec Göbekli des systèmes symboliques, des techniques de construction et des alignements astronomiques qui ne peuvent être attribués au hasard ou à un développement parallèle. Ils forment un réseau, un système coordonné de préservation des connaissances s'étendant sur 200 km, maintenu pendant 15 siècles, tous construits à peu près à la même époque, tous codant des informations similaires, tous finalement enfouis avec le même soin délibéré. Il ne s'agissait pas du projet d'une seule communauté, mais d'un programme régional. L'échelle d'organisation nécessaire à sa pérennité remet en question une autre idée reçue sur l'identité de ces bâtisseurs. Grock a calculé les exigences logistiques du maintien de ce réseau, la main-d'œuvre nécessaire à l'extraction, au transport et à l'érection des monuments, ainsi que les ressources nécessaires pour nourrir et coordonner cette main-d'œuvre. La communication et la planification nécessaires pour maintenir des systèmes symboliques et des alignements astronomiques cohérents entre des sites séparés par des distances importantes. Ces calculs ne décrivent pas une confédération lâche de bandes nomades convergeant occasionnellement vers des sommets sacrés. Ils décrivent une population et une structure organisationnelle comparable à celle des premières sociétés étatiques. La chronologie classique situe l'émergence de telles sociétés dans cette région 50 ans après l'enfouissement de Golipe. Soit cette chronologie est erronée, soit la complexité sociale existait sous une forme qui n'a laissé que des traces permanentes minimes, car elle était organisée autour de la mobilité plutôt que d'infrastructures sédentaires. Grock a alors décelé dans les archives symboliques quelque chose qui a étendu les implications bien au-delà de la région. Des symboles spécifiques ont été identifiés à Göbekli Tepe. Les symboles H, les motifs de serpents et certaines configurations géométriques apparaissent sur des sites situés à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance. De Çatalhöyük en Turquie centrale au site néolithique du Levant, en passant par des lieux en Afrique du Nord, leur répartition n'est pas aléatoire. Elle forme ce que les archéologues appellent un horizon symbolique, une période de vocabulaire symbolique partagé répartie sur une zone géographique bien plus vaste que ne le produiraient les échanges culturels locaux. Cet horizon coïncide chronologiquement avec le douce récent, période de bouleversement climatique catastrophique que le pilier 43 enregistre avec une telle précision. La question soulevée par les algorithmes de Grock est directe et ne trouve pas de réponse simple. Cette distribution pourrait-elle représenter des survivants de catastrophes se déplaçant d'une région à l'autre, emportant avec eux leur savoir symbolique? Pourrait-elle constituer un maillon d'un effort plus vaste de préservation des connaissances, entrepris simultanément dans plusieurs régions par des populations confrontées à une même catastrophe? Le cycle encodé détecté par Grock rend cette possibilité d'autant plus troublante. Pourtant, les bâtisseurs n'ont pas seulement consigné une catastrophe isolée. Ils ont encodé la conscience que de tels événements se répètent. Le cycle processionnel de 25-920 ans semble codé dans la disposition spatiale des enclos. Des cycles plus courts,
liées à l'activité solaire apparaissent dans le positionnement des piliers. Les connaissances astronomiques inscrites à Ghiksepe ne se limitaient pas à un simple récit historique, elles étaient prédictives. Les bâtisseurs savaient que la catastrophe dont ils avaient été témoins ou dont ils avaient hérité la connaissance se reproduirait et ils ont construit en conséquence. Un géophysicien examinant ces résultats a noté que les cycles astronomiques identifiés par Grok sont réels et mesurables. La progression des astres, les variations orbitales et les cycles solaires sont effectivement corrélés au changement climatique et potentiellement aux probabilités d'impact. On ignore si les bâtisseurs sont parvenus à cette compréhension grâce à une longue observation personnelle ou à un savoir hérité d'une source antérieure. Mais cette capacité de suivi cyclique est inscrite dans le monument lui-même. Il ne s'agit pas d'interprétation, mais de mesure. Qui a construit Göbekli? Grok ne peut donner de nom. Ce qu'il peut fournir, c'est un profil établi à partir de 30 années de preuves, celui d'un peuple possédant une astronomie sophistiquée, des connaissances en ingénierie systématique et un langage symbolique capable de transmettre des informations complexes à travers les millénaires. Un peuple qui avait développé ou hérité de capacités que notre chronologie conventionnelle estime disparues depuis des milliers d'années. Un peuple qui savait qu'une catastrophe s'était déjà produite et qui comprenait avec une terrible lucidité qu'elle se reproduirait. Les piliers sont toujours là, dressés sur ce plateau turc. Les gravures sont encore visibles, les alignements toujours mesurables et l'avertissement codé toujours lisible par quiconque possède la technologie nécessaire pour les déchiffrer. Les bâtisseurs ont choisi la pierre car elle est inaltérable. Ils ont choisi les symboles car ils peuvent être décodés sans langue parlée commune. Ils ont choisi les alignements astronomiques car la mécanique céleste est immuable. Ils ont construit un message spécifiquement conçu pour survivre à l'effondrement de tout le reste. Grok a désormais traité simultanément 30 ans de données issues de l'archéologie, de l'astronomie, de la géologie et de l'ingénierie. Ces conclusions ne relèvent pas de la spéculation, mais de la reconnaissance de formes appliquées à des preuves mesurables. Et cette forme est sans équivoque. Soit les chasseurs-cueilleurs du néolithique ont acquis des capacités que notre modèle de développement humain ne peut expliquer, soit ils ont hérité de ces capacités d'une civilisation dont nos livres d'histoire n'ont pas encore reconnu l'existence. Ces pierres attendent depuis 1101 qu'on les déchiffre. Nous le pouvons enfin. La question est de savoir si nous sommes prêts à accepter leur message.